toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, télévision, radio, one-man show, vidéo sur YouTube, Max Bird décline littéralement sous toutes ses formes la vulgarisation scientifique. Ce sera notre influenceur de la semaine. C'est aussi un peu mon influenceur de tous les jours, Gaël Musquet. Gaël, évidemment, tu as une idée derrière la tech. On a beaucoup parlé dans l'actualité de cette horloge de l'apocalypse, 90 secondes avant minuit sur la Doomsday Clock qui mesure fictivement la fin de l'humanité. Et tu vas nous proposer de revenir aux sources du temps avec une question simple. Quelle heure est-il ? Tout à fait. La distribution du temps a beaucoup évolué et Internet a révolutionné la manière dont nos horloges sont toutes synchronisées, y compris dans ce plateau. Oh, wow. Donc, ça sera l'occasion d'expliquer ces protocoles qui nous accompagnent tous les jours pour nous permettre d'être à l'heure. Voilà, Gaël Musquet, notre chapelier toqué préféré. La question du jour, le leader en France de l'apprentissage des langues, l'application Oli Oli, rachetée par Albert Group, 3,6 millions d'euros qui ont fait la une mi-janvier. Objectif revendiqué du groupe suédois, devenir le leader européen de l'EdTech. Alors, le marché des technologies de l'éducation est-il en train de changer de braquet ? Comment construire des licornes made in Europe pour l'éducation ? On va en parler avec nos invités. Julie Boucon, bien sûr, vous êtes la cofondatrice d'Oli Oli, Kids MBA SAS pour être très précis. C'est justement vous qui avez revendu cette application au groupe Albert. Bonjour à vous. Et Svenja Busson, cofondatrice et présidente du European EdTech Alliance. On va parler justement avec vous, mesdames, de cette concentration du marché EdTech. Mais d'abord, focus. Démonter les idées, expliquer la science avec humour, c'est le credo de Max Bird. Il le décline sur scène, à la télévision, à la radio, mais surtout sur sa chaîne YouTube avec près de 750 000 abonnés. Des personnalités comme Jamie Gourmaud l'ont même rejoint le ton d'une vidéo. Tout en programme, il est raconté tout de suite par Xavier Terrade. Non, les dinosaures n'ont pas disparu. En 2017, Max Bird réalisait l'un de ses rêves en tournant une vidéo avec Jamie. Une vidéo prémonitoire, puisque 2 ans plus tard, il était choisi pour présenter C'est toujours pas sorcier à partir de 2019. 5 ans après la fin de l'émission mythique C'est pas sorcier. Humoriste, Max Bird s'est fait connaître avec sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique où il a près de 750 000 abonnés. Il y démonte les idées reçues. Mais la tomate, qu'est-ce que c'est ? C'est un légume. Non, c'est un fruit. Maintenant, tout le monde sait que c'est un légume. Elle est les deux. Ah bon ? Ah ben d'accord. Titulaire d'un bac scientifique, Maxime Deschelles, le vrai nom de Max Bird, a d'abord suivi des études de biologie avant de faire les cours Florent et de participer à l'émission On ne demande qu'à en rire. Il rencontre le succès sur scène, mais cartonne surtout sur Internet avec sa chaîne YouTube où il allie ses 2 passions, la comédie et la biologie. Mais fait-il vraiment cela tout seul ? La réponse est non, puisque le principal intéressé parle d'un véritable travail d'équipe. S'il y a une idée reçue en béton armé, c'est celle-là. Parce que gérer une chaîne vidéo de vulgarisation scientifique correcte, en libre accès pour tout le monde, non seulement c'est un vrai métier, mais en plus ça prend beaucoup de temps et ça mobilise plein de gens. Avec sa façon toujours aussi drôle de raconter les vérités du monde qui nous entoure, avec légèreté, Max Bird cartonne sur scène, en vidéo, à la télé, mais aussi à la radio. Depuis 2019, il est l'un des chroniqueurs de France Inter. Du one-man show scientifique. On va, nous en tout cas, ouvrir la première partie de notre question du jour, de notre talk. Ça bouge sur le marché de l'EdTech, vous allez le voir. Et pour parler de ces mouvements justement sur le secteur EdTech, Julie Boucon, cofondatrice d'Oli Oli, et Svenja Busson, cofondatrice et présidente de European EdTech Alliance, sont à nos côtés aujourd'hui. Il y a quelques jours, Julie, vous avez fait la une justement, puisqu'en tant que leader en France de l'apprentissage des langues avec Oli Oli, vous avez été racheté 3,6 millions d'euros par Albert Group. Objectif affiché du groupe suédois, devenir le leader européen de l'EdTech. C'est une forme de concentration et surtout, tiens, de consécration pour vous? Bonjour à tous. Alors, en effet, ce rachat pour nous, ça a été la possibilité de permettre à notre société de continuer à se développer.
puisque nous étions en 2022 en plein roadshow, et c'est vrai que cette possibilité de revendre l'entreprise n'avait absolument pas été abordée. Et quand elle était, on s'est retrouvé avec 3 propositions de rachat entre les mains. On s'est dit que finalement, avec un marché plutôt impacté économiquement parlant, et avec des fonds d'investissement plutôt réticents à investir sur le marché de l'EdTech, on s'est dit que finalement un adossement pourrait être l'opportunité pour nous de poursuivre la roadmap qu'on s'était fixée, à savoir devenir leader européen rapidement, puis leader mondial, puisqu'aujourd'hui on a un produit qui en quelques années a réussi à acquérir plus de 16 000 abonnés payants, avec seulement une levée qui était aux alentours de 450 000 euros. Donc c'est vrai qu'il y a un gros potentiel de développement avec notre produit, et le fait d'avoir choisi un partenaire qui va être capable de mener notre produit plus loin, on s'est dit que voilà, faire la place belle à un groupe suédois qui aujourd'hui a réussi, lui, à lever 40 millions d'euros, c'était une option plutôt viable pour tous. Alors, vous le disiez, vous avez eu 3 propositions de rachat pour le prix d'une, si j'ose dire. Pourquoi avoir dit oui à Albert Group en particulier? Parce qu'il y avait aussi une entente sur les valeurs, le niveau et aussi l'éthique, où vous voulez amener le marché de la tech tout simplement en Europe? Alors, Albert, pour la petite histoire, ce sont 2 cofondateurs, donc issus de l'immigration, donc qui se sont installés en Suède et qui ont créé donc un produit, donc une application qui est justement destinée au même segment, donc à savoir les enfants à peu près de 3 à 12 ans, pour permettre de leur apprendre donc les maths, le codage, l'histoire-géographie et l'anglais. Donc c'est vrai qu'on a un produit de départ qui est plutôt équivalent. Ils ont eu cette volonté également de révolutionner le marché de l'apprentissage. Donc eux, dans leur schéma d'entrepreneur, ont eu cette possibilité de lever beaucoup de fonds, ce qui n'a pas été notre cas, puisque je pense que le marché de la tech en France est un marché qui reste relativement immature dans son développement et dans cette capacité à pouvoir financer des pépites, ce qui n'est pas le cas des pays nordiques. Et cette possibilité pour eux d'avoir levé des fonds leur a permis de racheter donc, des entreprises, de faire de la croissance externe, de faire leur IPO et aujourd'hui d'avoir des ambitions de devenir leader EdTech, puisque c'est une place aujourd'hui encore à prendre au niveau du marché européen. Et ils ont beaucoup d'atouts aujourd'hui qui me laissent penser que leur stratégie est vraiment bonne et qu'ils ont toutes les capacités de pouvoir le devenir. Oui, que vous allez pouvoir y arriver ensemble, si je vous entends bien. Svenja, c'est hyper intéressant ce que nous dit Julie. Pas assez d'ambition, pas assez aussi de fonds qui émanent des investisseurs français sur le marché EdTech. Ça veut dire quoi que ce rachat, encore une fois, qui a fait la une pour Olioli par Albert Group, c'est un peu un aveu d'échec aussi pour les groupes français et le secteur franco-français de l'EdTech? Oui, absolument. Je pense que quand on regarde les chiffres, et je vous conseille vivement le dernier rapport de Bright Eye Ventures, qui est un fonds d'investissement spécialisé, qui nous apprend que 42% des deals en Europe sont de plus de 100 millions de dollars. Qui lève 100 millions de dollars aujourd'hui? C'est quelques licornes, comme vous disiez, mais je veux dire, la plupart des startups ont besoin de lever des sommes bien moins importantes. Et pourtant, il n'y a pas assez de fonds, pour moi, en early stage, en amorçage. On voit que 12% seulement des deals sont des deals entre 0 et 4 millions d'euros. Mais c'est la grande majorité des startups, en fait, qui lèvent entre 0 et 4 millions. Pourtant, il n'y a que 12% des deals qui se font sur ce segment, et la grande majorité se font sur des deals beaucoup plus larges, 50 millions, 100 millions. Donc pour moi, il y a un écosystème early stage à créer en Europe, parce que sinon on ne va pas y arriver. On ne va pas pouvoir créer des licornes ou des centaures. Je préfère les centaures parce que les centaures, c'est des entreprises qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Je préfère
ce métrique-là plutôt que se dire des licornes qui font voilà, 1 milliard de valo, mais qui ne sont pas rentables, quoi. Donc, je préfère qu'on parle de Centaure parce qu'elles sont beaucoup plus intéressantes, ces startups-là. Elles ont déjà un business model rodé et elles arrivent à trouver un marché. Et puis on rappelle sans mauvais jeu de mots que la levée de fonds, c'est pas forcément le maître étalon non plus de la réussite et qu'en effet, parfois une start-up, voire une scale-up, soyons fous, qui permet de créer des emplois, de mettre vraiment sur le marché des produits, vaut mieux que deux tu l'auras. Tiens, c'est assez drôle. On a pourtant un fonds qui est absolument fantastique en France, en Europe, c'est EduCapital. Marie-Christine Levé, qui en est la cofondatrice, est souvent l'invitée de l'école du futur. Premier fonds européen EdTech, 100 millions levés au printemps dernier pour accélérer justement l'investissement dans l'impact, l'éducation et le futur du travail. C'est finalement une levée qui fait un peu l'exception. C'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, alors je pense que c'est fantastique qu'on ait des fonds comme EduCapital, comme Bright Eye Ventures. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire, mais il n'y en a pas assez. Je pense qu'il en faudrait plus. Et en Europe, on n'en a que 4, des fonds spécialisés. Aux États-Unis, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il faudrait, pour vraiment augmenter en puissance et faire en sorte que cet écosystème européen sorte de l'Europe et devienne voilà, mondial, il faudrait vraiment avoir plus de fonds et plus de fonds qui investissent en amorçage. Je le disais, EduCapital, Bright Eye Ventures investissent de plus en plus en série A, surtout en ce moment. C'est la crise, donc on va sur des deals plus sereins et on n'investit plus dans des jeunes pousses qui auraient besoin, en fait, au tout début, d'avoir une accélération au travers de financement. Donc oui, on a un vrai problème dans l'écosystème de l'amorçage pour moi. D'autant plus que la particularité du secteur du marché de l'EdTech, c'est qu'en fonction des pays, elle va performer sur certains segments ou d'autres. En France, par exemple, finalement, le business se porte bien sur le marché de la formation, pas forcément sur le marché du scolaire, ce qu'on appelle le K12. Julie et Svenja, qu'est-ce qui explique du coup ces freins ? C'est d'abord et avant tout la constitution de notre propre système scolaire et d'enseignement ? Alors, j'allais justement revenir sur ce sujet, puisque je pense en effet que les fonds spécialisés se concentrent plutôt sur les segments qui sont bankable, et malheureusement au détriment donc des K12, pour lesquels aujourd'hui il y a énormément d'initiatives qui ne sont absolument pas financées. Alors, 2 problèmes à ça. Dans le K12, les entreprises qui vont justement se concentrer sur le marché scolaire vont justement mourir d'expérimentation, puisque malheureusement, il est quasiment impossible d'arriver à devenir rentable en se concentrant sur ce marché-là. Donc le conseil, ce serait évidemment de se concentrer plutôt sur le marché B2C, le marché des familles, pour réussir à tirer son épingle du jeu. Et pour réussir à se faire financer en France, quand on est un produit B2C destiné aux jeunes enfants, donc au marché scolaire, eh ben, c'est cumuler en fait potentiellement les freins à l'investissement. Et je pense que c'est aussi une des problématiques que l'on a rencontrées à se faire financer en étant justement destiné à un produit à impact destiné aux enfants et pour l'apprentissage des jeunes enfants. C'est uniquement franco-français ce phénomène, Svenja ? Alors en Europe, tout particulièrement en Europe, on a vraiment des vrais problèmes de pénétration de ces solutions-là sur les marchés du scolaire. Aux États-Unis, par exemple, c'est tout à fait différent. Chaque école a un budget pour la EdTech et chaque district scolaire a un budget pour financer des solutions qui seraient dans toutes les écoles de leur district. Donc il y a un vrai marché aux États-Unis. En Europe, c'est pas encore le cas. Je veux dire, il y a très très peu de pays, peut-être l'Angleterre qui est assez mature, mais à part l'Angleterre, pour pénétrer les marchés K12, il faut énormément de temps, mais vraiment énormément de temps, et souvent les startups n'ont pas le temps, en fait, et c'est bien ça le problème. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet au niveau des politiques publiques, comment faire pour créer des marchés, et le chèque EdTech, dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission, le chèque EdTech serait une super solution de redonner aux profs le pouvoir d'acheter des produits EdTech, des solutions EdTech qui correspondent à leurs besoins, et ça financé par évidemment l'État et le ministère de l'Éducation nationale. Pour moi, ce serait idéal et je ne comprends même pas pourquoi on n'a pas déjà mis en place un système comme ça qui redonne aussi le pouvoir aux profs.
le chèque EdTech qui serait encore une fois cumulé avec ces territoires numériques éducatifs qui existent déjà depuis plusieurs mois. L'idée pour le ministère de l'Éducation nationale en lançant ces fameux TNE, c'est de pouvoir fluidifier l'arrivée des solutions EdTech à l'école. Est-ce que c'est vraiment le cas, mesdames ? Alors, je dirais qu'au niveau du Doubs, on est a priori concernés puisque nous sommes natifs de Franche-Comté. J'ai entendu parler de ces dispositifs. Néanmoins, le problème, c'est qu'il faut pouvoir dédier une partie de ses forces vives sur ces sujets-là pour pouvoir réussir à mettre en place des choses avec l'éducation nationale. Donc, je dirais que nous, dans un souci d'atteindre la rentabilité et d'accélérer la croissance, on a plutôt choisi de se concentrer sur le marché des familles plutôt que sur le marché des écoles, même si aujourd'hui on le fait avec Bordas. Donc je dirais que pour nous, les TNE, bon, j'espère que c'est plus qu'un effet d'annonce, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité de creuser quelles pouvaient être les opportunités, en tout cas pour notre produit aujourd'hui. Alors encore une fois, ces TNE, ces territoires numériques éducatifs, ce sont des grands programmes que des startups de l'EdTech vont pouvoir intégrer en répondant à un nombre extrêmement précis de critères et pouvoir entrer dans les académies au fur et à mesure. Svenja, c'est une fausse bonne idée ? Non, c'est une très bonne idée, mais derrière, il faut voir comment c'est mis en place. Moi, je ne connais aucune start-up pour l'instant qui en a bénéficié, mais il y en a certainement. C'est juste qu'évidemment, il faut toujours repenser les process. Si on fait des process trop compliqués, les start-up n'ont pas forcément non plus la force de frappe pour répondre à un appel à projet où il y a 20 pages, 50 pages à remplir. Donc, il faut aussi se mettre dans la place d'une petite entreprise qui n'a peut-être pas les outils pour répondre à des appels à projets de cette envergure. Qu'est-ce qui pourrait justement, on le disait tout à l'heure, le chèque EdTech par exemple, mais permettre justement de réellement fluidifier le marché, de nous donner la possibilité pour ces startups et pour ces scale-up de l'EdTech de transformer l'essai réellement ? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il faut redonner le pouvoir au terrain. Donc, vraiment d'avoir une prise de décision qui soit au niveau du prof, au niveau de l'école, au niveau de l'académie peut-être, mais pas au niveau central. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même un système extrêmement centralisé. Donc, c'est pour ça que j'aime cette idée de territoire numérique et j'aime cette idée de chèque EdTech. Après, dans les faits, il faut voir comment c'est mis en place. Mais je pense que c'est une excellente idée, qu'on va dans la bonne direction, qu'il faut absolument remettre sur les territoires et au cœur des territoires le pouvoir d'achat pour ces solutions-là et de ne pas avoir une idée nationale de ce qui serait bien, mais vraiment de faire en sorte que ce soit bottom up et pas top-down. Désolée pour mes anglicismes. Non, mais si je vous entends bien, Svenja, et Julie, évidemment, je vais vous proposer de répondre aussi à cette proposition. Finalement, ce qui serait intéressant, ce serait de décentraliser la prise de décision en matière de pédagogie et d'école, et finalement, autant que la liberté pédagogique, avoir une liberté EdTech. Absolument. Alors, en effet, que chaque professeur ait cette liberté pédagogique de choisir les ressources qu'il souhaite mettre en place dans sa classe, mais en plus de ça, qu'on leur donne un peu plus de budget, puisqu'aujourd'hui, clairement, le marché scolaire, c'est l'école des pauvres. On va leur mettre à disposition du matériel, mais derrière, ils n'auront pas de budget pour pouvoir acheter des ressources numériques. Donc, en plus de la liberté, un peu plus de budget, à mon avis, aiderait les profs à se lancer dans un schéma un peu plus numérique des apprentissages. Liberté, égalité et, si je vous entends bien, aussi moyen de financement pour pouvoir booster justement l'entrée des technologies de l'éducation à l'école. On va continuer à parler justement de la façon dont se structure ce marché de l'EdTech ensemble dans un instant. 30 licornes EdTech depuis le début du mois de janvier 2023, c'est très précis. Une seule est européenne. On en parle dans un instant, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite d'Edouard Degnaud. Something's got Jesus.
Jumping Jehoshaphat, we're out of this world, and not in the same chassis we left in. As curious as to where and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a person in this continuum, not unlike the way. 千万不要外逃，更不能使用电梯。摩尔在电当下我最要想的，尽量去救身体，降低身体重心。我们不知道地震什么时候会来，但学好地震自救知识，可以更好的保护自己和他人。 Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Julie Boucon pour Oli Oli et de Svenja Busson pour European EdTech Alliance. Dans un instant, on continue à parler de la nouvelle structuration du marché de l'EdTech. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et une idée simple, et une question simple, quelle heure est-il? Ben oui, parce que des fois, l'horloge ici, elle se dérègle. Du coup, je me suis dit, chronique sur l'heure qu'il est, comment cette heure est propagée dans le monde. Alors, depuis l'Antiquité, avec les Égyptiens, les Chaldéens, ces peuples ont défini encore, aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après, on a encore les mêmes règles pour mesurer le temps qui passe. Une année, c'est toujours le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil. Une journée, c'est toujours le temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même. Ces journées sont divisées en 24 heures. Chaque heure est divisée en 60 minutes et chaque minute en 60 secondes. Là où ça devient compliqué, c'est pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est une seconde. Alors, au début, on a eu des clepsydres, puis des sabliers, des battements du cœur d'un homme de taille moyenne au repos. D'accord. Mais bon, ça varie en fonction de l'âge. Et le doigt mouillé levé dans l'air aussi ou pas? C'est tout ce qu'ils avaient. Entre 60 et 70 battements par minute. Donc, c'est pas très précis quand on veut mesurer des événements de manière assez précise. Donc, on a commencé aussi à utiliser à l'avènement électronique les cristaux de quartz qui résonnent pile poil à 32 768 cycles par seconde. Alors c'est pratique parce que c'est une puissance de 2, donc il suffit de diviser cette fréquence-là successivement 15 fois je crois par 2 et donc on arrive à cette définition de la seconde. Mais les temps modernes, pour les télécommunications, pour les transactions financières, pour le positionnement par satellite, mais ces mesures de temps basées sur le quartz ne sont pas assez précises. Et donc, on a, depuis 1967, défini ce que c'est précisément que la seconde. Donc, aujourd'hui, une seconde, c'est 9 192 631 770 oscillations de l'atome de césium-133, qui est la référence aujourd'hui dans le système international mondial de ce qu'est la seconde. Ça veut dire que les secondes de 1967 ou de 2023 ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de 1966 ? Ah, non, tout à fait, exactement. On n'avait pas du tout la même définition. Donc, on a depuis 1967 cette définition qui est basée aujourd'hui sur des horloges atomiques. Mais est-ce qu'on se balade tous avec des horloges atomiques? Bouge pas, je regarde. Non, j'en ai pas dans ma poche. Alors, même dans les studios, on a une petite horloge juste derrière pour la synchronisation de tous les émetteurs, en tout cas pour horodater déjà les émissions. Et ensuite, évidemment, pour la synchronisation des émissions. Donc aujourd'hui, c'est la radio et les télécommunications qui ont permis et qui prennent tout leur sens aujourd'hui dans la propagation du temps. En Europe, on a un émetteur.
en Allemagne, à Menflingen. Il est équipé d'une dizaine de pylônes qui maintiennent à 200 mètres de haut une antenne. Cet émetteur s'appelle le DCF 77 parce qu'il émet à 77 kHz et il a une portée d'environ 2000 km. Il émet à 30 kW, c'est très puissant et ça permet en fait de synchroniser pratiquement toutes les horloges, jusque pratiquement au niveau de la Méditerranée. On a eu jusqu'en juillet 2022, depuis 1933, l'horloge parlante. Il suffisait de composer le 3669. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle a été coupée là, en juillet 2022. Et vous aviez une jolie voix qui vous donnait à la seconde près l'heure qu'il est en France, propageait l'heure légale française. Et on a encore, même si les émetteurs n'existent plus pour France Inter, un grand émetteur à Louis qui permet de synchroniser plus de 200 000 horloges en France, même des gares encore françaises et certains équipements ferroviaires qui utilisent encore ces horloges qui sont émis, en fait, ces tics d'horloge sont émis par un émetteur qui permet, en fait, sur 262 kHz, d'émettre, en fait, les bips de synchronisation qu'on entend encore, d'ailleurs, sur France Inter, sur la bande FM, 4 bips au moment du changement de chaque heure. On a même un jingle de France Inter qui est complètement calé sur ces heures. Et la grande révolution sur la propagation du temps, il faut se l'avouer, c'est Internet qui a permis, grâce à 2 protocoles, NTP et PTP, de propager le temps sur l'ensemble de nos appareils. Oubliez donc l'horloge parlante, référez-vous au protocole NTP et PTP. Tu es un peu notre docteur protocole, alors comment est-ce qu'ils se sont imposés ? Alors NTP tout d'abord. NTP est né en 1985. NTP, ça veut dire Network Time Protocol. C'est David L. Mills qui en a proposé les premiers fondements. Il a ensuite évolué en 92, en 2010, en 2022. Il permet d'atteindre aujourd'hui quelques millisecondes de précision. C'est un protocole qui est très robuste, qui est hiérarchisé, comme on a vu sur l'illustration tout à l'heure. On a d'abord les horloges atomiques de strate 0, donc, qui, elles, définissent ce temps et qui permettent de se synchroniser entre elles. Ce qui définit le temps aujourd'hui, au niveau mondial, c'est la synchronisation entre toutes ces horloges atomiques dont on a parlé précédemment. Et ensuite, en strate 1, on va avoir les premiers serveurs qui sont connectés à ces horloges atomiques, qui vont se parler entre eux, mais aussi aux ordinateurs de strate 1, de strate 2, de strate 3, etc., jusqu'à nos montres, jusqu'à nos tablettes, nos ordinateurs, qui sont synchronisés sur ce protocole. Et donc, grâce à ça, on a une grande robustesse au niveau mondial. Tous les systèmes d'exploitation aujourd'hui utilisent ce protocole qui permet d'avoir quelques millisecondes, mais c'est toujours pas suffisant. On a des applications où on a besoin d'une plus grande précision, notamment pour les télécommunications, pour la diffusion cellulaire, pour la synchronisation des transactions financières. Les normes MiFID II imposent aux horloges, aux banques, d'avoir des horloges extrêmement synchrones. Savoir qui a vendu quoi. Absolument, ça peut coûter extrêmement cher. Exactement. Quand on dit que le temps, c'est de l'argent, c'est vraiment pas une métaphore. Là, c'est vraiment le cas. Et ce PTP, ce protocole PTP, lui, il est né au début des années 2000. Et il permet en fait d'avoir une autre forme de hiérarchie qui est plutôt maître-esclave. On a des horloges de référence qui permettent en fait, elles, d'horodater. PTP ne donne pas l'heure. PTP va propager l'heure, ne donne pas l'heure, contrairement à NTP. Et donc en fait, ces notions de synchronisation entre chaque nœud, définies par le protocole PTP, va permettre en fait, avec quelques commandes, de propager le temps, de propager aussi les délais, d'avoir une meilleure définition de ce que sont ces horloges de référence, de les synchroniser, de savoir quel décalage horaire on a entre chaque nœud, et au final, sur l'objet, sur l'appareil qui a le plus besoin en fait de ce temps extrêmement précis, d'atteindre des précisions de l'ordre du millionième de seconde, donc microsecondes, voire quelques dizaines de nanosecondes, donc on est au milliardième de seconde, et donc là en effet on arrive à atteindre des temps aujourd'hui, en tout cas une précision en termes de propagation de temps qui permettent d'avoir des applications extrêmement modernes. Et il n'y a aucune raison pour laquelle ces 2 protocoles pourraient décaler le temps? Alors si, des attaques informatiques. Donc, comme de par hasard. On a eu par le passé sur NTP quelques attaques sur ce protocole qui est là
croyez-moi, les routeurs en général, ils n'aiment pas trop retour dans le futur. Effectivement, une des manières de perturber le fonctionnement des réseaux informatiques, de propager aussi de fausses informations, de faux ordres financiers, c'est de modifier ces trames temporelles avec des vulnérabilités qui peuvent apparaître sur les serveurs PTP ou NTP. Ouais, la cybersécurité, toujours au cœur des préoccupations de Gaël Musquet sur ce plateau. Merci Gaël, on a arrêté le temps avec toi, l'espace de cette chronique. Julie Svenia, je pense que vous ne nous regarderez plus jamais vos montres de la même façon désormais. Effectivement, oui. Allez, on va continuer, nous, à regarder justement nos montres. On va les mettre à l'heure sur le marché de l'EdTech, justement, parce que, vous le savez, 30 licornes dans l'EdTech existent depuis janvier 2023. Une seule est européenne, laquelle on vous en parle tout de suite. C'est la deuxième partie du talk. Et cette licorne européenne, dont justement le dernier baromètre référentiel de Holonik IQ, qui est une plateforme de data intelligence extrêmement précise sur les marchés d'impact, notamment l'éducation, mais aussi la santé ou la deep tech, nous le donne. 30 licornes, donc référencées en janvier 2023 dans le monde. Elles additionnent une valeur de 89 milliards de dollars. La seule licorne, justement, européenne de cette liste, c'est l'Autrichienne GoStudent, qu'on avait reçue, justement, sur le plateau de l'École du Futur il y a quelques semaines. Quand on regarde la liste de plus près, les majors, justement, de l'EdTech, elles sont américaines, bien sûr, mais aussi indiennes, canadiennes, australiennes ou israéliennes. Mesdames, pourquoi est-ce que l'Europe est si peu représentée dans ce classement, Svenia ? Alors, déjà parce qu'on a des très très belles boîtes en Europe, mais c'est vrai que pour atteindre le stade de licorne, il faut être valorisé à 1 milliard. Et pour l'instant, il n'y a que GoStudent qui est valorisé autant, mais il y en a quelques-unes qui ne sont pas loin du tout. Donc je suis assez confiante sur le fait que dans les prochains mois, on aura d'autres licornes. On a une deuxième licorne qui s'appelle Domestika, mais qui est espagnole, mais parce qu'ils ont changé leur siège et ils se sont installés aux États-Unis. Maintenant, ils comptent comme une licorne américaine, mais ils sont en fait espagnols. Donc voilà, je voulais le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que voilà, en Europe, on a encore des toutes petites entreprises. On n'a pas encore de géants. Encore une fois, je pense, parce qu'on a des marchés très différents. L'Europe, c'est 27 marchés complètement différents, des petits marchés. Donc, pour atteindre le stade de licorne, il faut déjà avoir une stratégie multimarché qui va au-delà de son propre marché et une stratégie globale. Et donc, c'est vrai que des entreprises françaises, souvent, vont se concentrer sur le marché français, vont pas forcément avoir une vision globale dès le premier jour. Et je pense que ça, c'est une erreur. Il faut penser des produits qui peuvent être internationalisés, qui peuvent être aussi apportés dans d'autres pays et qui peuvent apporter une vraie valeur aussi dans d'autres géographies du monde. Et ça, c'est vrai qu'en Europe, on a un peu plus de mal parce qu'on se concentre sur notre langue, on se concentre sur notre pays d'abord et on ne pense pas à créer des produits qui sont 100% globaux, comme Kahoot, par exemple, qui est aussi une licorne, mais en ce moment, c'est plus une licorne américaine parce qu'ils sont basés aux États-Unis, mais ils ont commencé en Norvège. Et donc, c'est une équipe de Norvégiens à la base qui ont créé ce quiz absolument génial qui est utilisé par plus d'1 milliard de personnes. Il y a eu déjà plus d'1 milliard de quiz qui ont été créés sur Kahoot, donc c'est un vrai succès planétaire. Et donc ça aussi, c'est une super success story européenne, mais on n'en parle pas assez. Absolument, c'est bien de l'avoir fait sur le plateau de l'École du Futur, justement, Svenia. Vous avez tout de suite pensé global, justement, Julie, en lançant Oli Oli, et c'est aujourd'hui une des raisons pour laquelle le succès de l'application fait que vous avez été repéré et racheté par Albert Group. Alors, je partage complètement l'avis de Svenia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est une EdTech basée en France ou ailleurs en Europe, il faut évidemment raisonner international dès le début. Et pas que pour trouver son marché, je pense également qu'il faut essayer d'aller chercher des fonds dès la première levée à l'international. Aux États-Unis, en Inde, même dans d'autres pays européens qui financent plus facilement, pour pouvoir trouver son marché le plus rapidement possible, puisque, comme on se l'est dit au démarrage de cette émission, les codes changent, et notamment au niveau du financement des entreprises. On leur demandait à une époque d'atteindre rapidement de l'hypercroissance en dépensant beaucoup.
Aujourd'hui, ce qu'on va leur demander, c'est d'atteindre rapidement le point de rentabilité. Donc c'est vrai qu'il va falloir, avec tous ces nouveaux indicateurs, trouver son marché rapidement, réussir à se faire financer et puis réussir à développer plusieurs marchés en parallèle. Alors, on a beaucoup parlé du cas des EdTech américaines et parfois des EdTech européennes qui changent de pavillon en cours de route pour leur siège social notamment. On peut se dire que la privatisation, en effet, de l'éducation favorise la croissance des EdTech sur ces marchés en particulier. Mais est-ce que c'est le même cas pour l'Inde? Parce qu'encore une fois, la très grande représentation de scale-up indienne dans ces classements, notamment ceux dédiés aux licornes, est extrêmement intéressante, Svenja. Quelles sont les leçons à tirer du cas indien? C'est très intéressant. L'Inde, c'est un pays, 1,3 milliard d'habitants, 1000 universités différentes, 42 000 colleges. Ce qu'on appelle les colleges, c'est vraiment des institutions de l'enseignement supérieur qui ne sont pas des universités, mais qui forment à des compétences plus techniques. Et on a 40 millions d'étudiants en Inde, c'est énorme. Et certaines prédictions de marché disent que 37 millions d'étudiants seront capables de payer pour des cours particuliers, du tutorat, voilà, des cours en ligne d'ici 2025, donc c'est vraiment demain. Et donc il y a une force de frappe énorme parce que c'est un marché qui est gigantesque. Et en même temps, une compétition qui est très féroce, c'est-à-dire qu'il y a pas assez d'universités pour tout le monde. Comme la population grandit, il faudrait créer de nouvelles universités, il faudrait créer des nouvelles opportunités pour ces étudiants. Malheureusement, il n'y en a pas. Et donc, cette compétition renforce le fait que les parents sont prêts, même ceux qui ont très peu de moyens, à dépenser beaucoup d'argent dans des cours particuliers, des cours en ligne, tout ce qui pourrait aider leurs enfants à atteindre ces universités et à faire des études, finalement. Donc, c'est vraiment un marché très spécifique, parce qu'il y a un besoin juste énorme et une démographie qui nous paraît complètement folle. Nous, en Europe, à côté, on a un continent vieillissant, on ne comprend pas ça. Mais l'Inde et l'Afrique subsaharienne également va être je pense exactement la même dynamique dans quelques années. Ce sont des marchés ce sont les marchés de demain, finalement. Donc, il faut s'y intéresser. Et si vous avez des solutions qui peuvent s'adresser au marché indien, allez-y. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Donc, si je vous entends bien, il y a encore une fois cette idée que la privatisation de l'éducation permet d'avoir une croissance absolument massive et phénoménale des startups et des scale-up de l'EdTech en Inde sur son propre marché, mais également le fait qu'il y ait cet entraînement aussi à aller chercher des solutions hors de la classe qui font que les parents vont avoir besoin de solutions clés en main pour pouvoir favoriser la progression de leurs enfants. Julie, l'Inde, c'est un marché que vous avez regardé, benchmarké ou pas du tout? En toute honnêteté, ce n'est pas un marché sur lequel on a encore souhaité s'internationaliser, puisque comme le disait Svenja, c'est un marché qui est énorme et pour lequel il faut quand même avoir des moyens marketing pour réussir à se faire connaître parmi toutes les solutions déjà existantes. Néanmoins, avec aujourd'hui cet adossement à un groupe qui a des moyens marketing bien supérieurs à ceux dont on disposait, c'est une étude qui va revenir justement au goût du jour parce que je reste convaincue qu'il y a un attrait pour l'apprentissage des langues et comme vous le disiez également, il y a cette culture de l'éducation et cette culture à dépenser dans des ressources annexes à l'école très présente sur ce marché-là. Donc un gros potentiel marché pour des startups qui auraient les moyens de se faire connaître en Inde. Alors, quand on n'est pas une start-up indienne ou qu'on n'est pas adossé à un groupe qui veut devenir un des leaders européens de l'EdTech comme vous, Julie, il y a quand même Business France et sa délégation qui va encore une fois battre pavillon français au BET Show. Le BET Show à Londres, c'est littéralement le CES de l'éducation. Ce CES de l'éducation qui revient pour une nouvelle édition fin mars à Londres donc. 28 pépites françaises de l'EdTech et de la formation professionnelle qui vont essayer d'y briller encore une fois avec Business France, EdTech France et la FINEF. Il y a une French touch, un savoir-faire français dans l'EdTech. Julie, je vais vous poser la question. Ah ben, Svenja, allez-y, démarrez cette réponse alors.
Non, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a des très très belles pépites en France. Et c'est vrai qu'on en parlait, le marché n'est pas présent, en tout cas dans le K12. Et donc c'est très compliqué pour certaines startups du K12 de briller encore plus et d'être rentable et de grandir. Mais je pense qu'on a un vrai savoir-faire sur la formation professionnelle en revanche. On a des boîtes qui cartonnent sur ce secteur-là et qui seront, selon moi, les prochaines licornes de demain. Open Classrooms, 360 Learning, c'est des startups, des scale-up qui ont un très fort potentiel. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Corp Academy qui s'est fait racheter par GoOne récemment. Pour moi, la France est un des champions de la formation professionnelle. Uniquement sur la formation professionnelle, Julie, ou encore une fois, on peut essayer de se dire qu'on peut briller aussi sur le scolaire. On rappelait tout à l'heure les différents segments de marché sur lesquels les EdTech françaises et européennes performent plus ou moins bien. Est-ce qu'on peut quand même briller faire rayonner cette French Touch sur le secteur scolaire en particulier ? Alors on peut totalement, malgré tout, il va falloir à mon avis s'intéresser à des marchés internationaux pour pouvoir se développer plus rapidement, puisque comme on le disait, au niveau scolaire, c'est quand même difficile d'atteindre un point de rentabilité quand on est sur le segment des K12. Alors peut-être aller chercher des marchés en Angleterre et puis pourquoi pas aux États-Unis pour réussir à se développer. Mais comme on le disait, il y a en effet beaucoup d'innovations pédagogiques sur le marché français qu'il faut continuer à soutenir, que ce soit au niveau des fonds d'investissement, mais aussi au niveau de toutes les initiatives présentes sur le sol français, pour pouvoir permettre à toutes ces pépites de se développer et de réussir à trouver rapidement leur marché. Et en parlant du développement des pépites, évidemment, on va sortir la carte souveraineté numérique et souveraineté culturelle européenne. On le voit et on aura un temps très très court pour pouvoir y répondre, mais cette saison est notamment marquée par, encore une fois, les solutions des GAFAM, notamment en matière d'intelligence artificielle. On ne compte plus le nombre d'épisodes dans le feuilleton ChatGPT versus l'éducation. Il faut maintenant aussi compter sur Bard, l'IA conversationnelle dévoilée par Google qui veut rester aussi dans la course de ces innovations-là. En clair, est-ce que les GAFAM vont avoir le fin mot, encore une fois, sur le marché de l'éducation, Svenja ? C'est une très bonne question et ça dépend où. Et je pense qu'en Europe, ils ne sont pas forcément les bienvenus. On l'a vu avec les différentes prises de décision des gouvernements français, allemands, tout récemment, qui ont demandé à ce qu'on n'utilise pas les produits des GAFAM dans les écoles pour des questions de data, privacy. Donc je pense que tant qu'ils ne respectent pas des règles basiques du GDPR, ça va pas le faire. Donc il faut absolument, si elles veulent rester dans la course, qu'elles s'adaptent au contexte européen, parce que pour l'instant, elles sont pas du tout adaptées. Mais le RGPD, c'est le seul bouclier anti-GAFAM dans le secteur de l'éducation ? Je pense en effet Oui, Julie ? Non, je disais en effet, le RGPD reste un des grands freins à l'intégration du marché européen par les GAFAM. Et ça peut donc du coup être une solution qui là aussi, nous permet de nous prémunir de l'arrivée de solutions de plateformes américaines au cœur de l'école. Je renvoie quand même nos téléspectateurs qui vous connaissent bien, Svenja, à cette tribune que vous avez co-signée avec Philippe Colléon il y a quelques jours pour justement plaider en faveur de l'utilisation de ChatGPT pour OpenAI, ou en tout cas garder un principe, non pas de précaution, mais justement d'observation, et se dire qu'il faut savoir envisager les intelligences artificielles comme des boosters d'intelligence réelle, c'est bien ça ? Absolument, il ne faut surtout pas se dire que c'est le vilain méchant loup. Il faut utiliser ces outils plutôt que de les bannir.
Et je pense que beaucoup d'écoles auraient tout à y gagner, notamment à enseigner l'esprit critique qui est absolument essentiel aujourd'hui, de développer chez les élèves, savoir vérifier ses sources, ne pas croire à tout ce qu'on lit sur Internet et à tout ce que ChatGPT nous écrit. Et je pense que ces compétences-là sont des compétences du futur. On peut les enseigner au travers de l'utilisation de ChatGPT à l'école. Donc, j'encourage vivement l'utilisation de cet outil et surtout pas de le bannir parce que ça n'aiderait en rien ces élèves qui sont nés aujourd'hui avec ces outils dans la main. Et donc, il faut leur expliquer comment ils fonctionnent, ce qu'il y a derrière un algorithme, pourquoi nos vies sont régies par les algorithmes et comment on peut se prévenir aussi les risques qui sont liés à notre présence en ligne. Et à ce sujet, Déborah Elalouf serait une excellente invitée pour une prochaine émission sur ce sujet. Eh ben, j'en prends note et du coup, on l'invitera justement pour débattre et continuer ces épisodes ChatGPT ou IA versus éducation sur le plateau de l'École du Futur. Merci Julie Boucon, merci à Zenia Busson d'avoir éveillé notre esprit critique sur le marché de l'EdTech. Merci à Gaël Musquet, comme toujours, pour ses idées derrière la tech. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'École du Futur.